Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de TV Sud et dans les titres de ce vendredi 28 octobre. Le 54e critérium des Cévennes, c'est parti depuis hier soir. Après 6 spéciales, Jean-Marie Coq est largement en tête sur 206 WRC. Le Gangeois Jean-François Mourgue est 3e sur 307 WRC. Et puis le maire de Montpellier, Hélène Mandroux, une nouvelle fois attaqué violemment sur sa gestion de la ville. Sur le plateau d'On en parle hier soir, le président de Georges Frêche, l'association, Claude Cougninck, est passé à l'offensive. Et puis une exposition taurine française en vedette aux arènes de Las Ventas à Madrid. Vous découvrirez Toréador, c'est le nom de l'expo dans ce journal. Enfin, autre découverte, une rencontre entre un groupe montpelliérain et des musiciens touareg maliens. Le mélange est plutôt réussi, ça s'appelle Imidiwen. Mais d'abord, une information, l'alerte météo orange a été levée en milieu d'après-midi dans toute la région. Les conditions climatiques s'améliorent progressivement, ce qui n'est pas vraiment le cas hier soir pour le début du 54e critérium des Cévennes. Résultat, une première spéciale nocturne bien arrosée. Résumé de la nuit et de cette première journée de compétition, Olivier Brachard. Première spéciale de nuit jeudi soir, spectaculaire, sous la pluie sur les 10 km qui relient Saint-Laurent-du-Minier au Vigan. La plupart des favoris assurent et les autres en profitent. Pierre Campana sur sa Mini Cooper grille la politesse au Peugeot et au Subaru. Il réalise le meilleur temps devant Jean-Marie Cuoc sur 206 WRC et Guigou sur Renault Mégane. Le lendemain matin, Campana remet ça sur la spéciale mythique de la Cadière. À Sumène, il compte 6 secondes d'avance au général sur Cuoc et 30 sur le Gangeois Jean-François Mourgue et sa 307 WRC. Campana, Cuoc, Mourgue, un tiercé qui va changer d'ordre dans l'après-midi lors de la 4e spéciale. Entre Le Vigan et Pommier, Jean-Marie Cuoc relègue Campana à 30 secondes. Mourgue termine 2e de la spéciale. Et dans l'après-midi, sur le 2e tracé de la Cadière, Campana se retrouve relégué à 1 minute 04 au classement général, 4 secondes seulement devant Jean-François Mourgue. À 18h et presque à mi-parcours du rallye, Jean-Marie Cuoc et sa Peugeot 206 WRC est bien parti pour remporter son 2e critérium des Cévennes, après celui de l'édition 2006. Mais attention, le 2e jour du critérium a souvent joué des tours à ses leaders, même si Jean-Marie Cuoc a suffisamment d'avance pour relativement assurer dans les derniers lacets des Cévennes. Voilà, et dans la 6e spéciale qui vient de se terminer, le second au classement provisoire, Pierre Campana a repris 14 secondes sur Jean-Marie Coq, toujours en tête avec 50 secondes d'avance. Un rendez-vous sur TV Sud lundi 31 octobre à 19h30. Vous pourrez suivre une émission spéciale consacrée à ce 54e critérium des Cévennes. Le maire de Montpellier, Hélène Mandroux, est à nouveau la cible de critiques directes sur sa gestion de la ville. Ça s'est passé sur TV Sud, sur le plateau d'On en parle hier soir lors d'une émission spéciale consacrée à Georges Frêche. Et c'est justement le président de Georges Frêche, l'association, Claude Cougninck, qui est aussi directeur général des services de la région, qui s'en est pris directement au maire de Montpellier. Une charge plutôt violente de l'ancien bras droit de Georges Frêche, qu'il évoque d'ailleurs dans cet extrait. Écoutez. Il n'a pas choisi Hélène Mandroux. Moi, j'étais dans la confidence avec lui lorsqu'on a fait le choix, lorsqu'il a fait ce choix-là. Et donc, pour lui, c'était le symbole qu'il a emporté. Mettre une femme à la tête de la 8e ville de France. C'est ça qu'il a choisi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était une grande déception. Et donc, il y a un vrai problème sur la ville qui se pose aujourd'hui. Cette ville, aujourd'hui, est en recherche de compétences. Dans cette ville, aujourd'hui, il y a une désespérance de la population et il y a une déshérence du pouvoir. Et donc, maintenant, effectivement, il faut qu'un projet se construise et qu'à nouveau, comme il le faisait lui, on puisse réunir des intelligences autour d'une véritable ambition. Une grève à Air France. Plusieurs syndicats du personnel navigant appellent à cesser le travail entre ce samedi 29 octobre et le 2 novembre inclus. Ils s'opposent à des réductions d'équipage. Il y aura donc des perturbations dans le ciel régional et national. Pour la journée de samedi, 6 vols sur 22 sont annulés au départ et à l'arrivée à Montpellier. Pour les départs, les vols de 10h50, 13h20 et 20h40 sont concernés. À l'arrivée, annulation aussi des vols de 10h05, 12h35 et 19h45. Mais attention, d'autres vols peuvent être annulés. Pour plus de renseignements sur cette grève, 36 54 par téléphone ou www.airfrance.fr.
Présentée à Arles et à Nîmes, l'exposition Toréador commence à s'exporter après avoir réuni 150 artistes autour d'un thème tauromachique. Le Nîmois Patrick Siméon a installé l'événement au cœur des plus importantes arènes au monde. Une exposition qui n'a pas laissé indifférent le public madrilène, comme nous l'explique depuis Madrid Christophe Chay. On dit souvent des Espagnols qu'ils sont protectionnistes ou peu enclins à apprendre de pays voisins une culture qu'ils connaissent fort bien. C'est pourtant l'exploit réalisé par le Nîmois Patrick Siméon qui a présenté pendant 3 semaines son exposition Toréador au cœur de l'arène la plus importante de la planète taurine, la Plaza de Toros de las Ventas à Madrid. C'est même pas un rêve, c'est irréel et je suis toujours sur un petit nuage et j'espère y rester le plus longtemps possible. On a essayé de présenter toutes les techniques possibles, puis dans le choix artistique avec des œuvres très compliquées, puis des œuvres avec une lecture beaucoup plus facile pour le grand public. Et ce qu'on a voulu, c'est absolument faire avant tout une exposition populaire. Présenté dans les salons Bienvenida et Antoniette, Toréador propose un itinéraire original à travers des supports variés que le torero nîmois Marc Serrano, qui vit dans la capitale espagnole, a fait découvrir à une délégation venue rencontrer les professionnels du tourisme gardois. Déjà, c'était basé dans la diversité puisque comme on l'a pu le voir, il y avait plus de 150 œuvres et d'artistes bien différents avec une vision chacun, avec certains même qui n'étaient pas du tout aficionados, qui n'avaient quasiment pas vu de corrida. Donc je crois que c'était un peu aussi l'intérêt de cette exposition, c'est que justement il y avait le regard du passionné, le regard de l'occasionnel passionné, on va dire ça comme ça, et le regard du néophyte. Donc c'est vrai que ça pouvait toucher plusieurs couches d'afition. Une afition bien présente à Madrid à travers l'importance d'une arène comme Las Ventas, dont le musée taurin est fréquenté par des visiteurs venus des 4 coins du monde. Une démarche qui confirme la dimension culturelle de la tauromachie. Ça a beaucoup plu qu'une exposition produite en France qui a déjà visité les 2 grandes villes taurantes comme Nîmes et Arles soit à Las Ventas. Après avoir séduit les fidèles des arènes de Las Ventas, l'exposition française dédiée à la tauromachie pourrait confirmer sa tendance globe-trotter. Toréador devrait aller à Paris, devrait partir à Ciudad Rodrigo, devrait partir à Bruxelles, à Séville, et ensuite on est en train de voir peut-être Beyrouth, d'autres petits trucs, d'autres projets comme Milan. Pour l'instant on est sur le rêve de Las Ventas et on ne peut pas savoir quel bonheur c'est. La 2e édition du MIG Montpellier In-Game, le salon du jeu vidéo, aura lieu du 1er au 20 novembre prochain au Quorum de Montpellier. Ce matin, c'était la présentation officielle de ce rendez-vous, ouvert aux professionnels mais aussi au public. À quelques semaines de Noël, le marché du jeu vidéo se porte toujours très bien, en particulier dans l'agglo de Montpellier, comme l'explique Michel Aslanian, l'un de ses vice-présidents, au micro de Julien Lamoussière. Chez nous aussi sur le territoire, c'est particulièrement évident puisque nous avons, en dehors d'Ubisoft, qui est un des leaders mondiaux de ce secteur-là, nous avons une 60aine d'entreprises qui possèdent 600 à 800 emplois très régulièrement. Et vous savez, c'est un secteur qui est énormément demandeur d'emplois au fur et à mesure que les jeux se développent. Une entreprise peut passer de 30 à 600 personnes en quelques jours en fonction du développement d'un jeu. Donc il y a tout sur le territoire de l'agglomération. Il y a des universités, il y a des écoles, il y a numéro 1 mondial, il y a une collectivité territoriale qui pousse. Et je crois que c'est un des grands secteurs porteurs d'emplois et de valeur ajoutée pour le futur de notre territoire. Voilà, et le Montpellier In-Game, c'est du 1er au 20 novembre, donc au Quorum de Montpellier. L'entrée est gratuite. Le garçon sort de l'ombre, c'est une création d'un jeune auteur, Régis de Martrin-Donneau, mise en scène par le directeur du Théâtre des 13 Vents, Jean-Marie Bessette. Une pièce à découvrir à Montpellier, au Théâtre de Gramont jusqu'au 4 novembre. Extrait et interview signé Julien Lamoussière. Et toi là, bien au chaud, bien installé dans ton fauteuil, tu trouves encore le moyen de me faire des reproches? Alors excuse-moi, mais merde, à la fin! Attention à ce que tu dis, je suis ta mère! Alors moi j'ai 23 ans, donc c'est une pièce qui parle de la jeunesse, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est plein de désirs, plein d'envies, mais qui vit seul avec sa mère, une mère castratrice, très envahissante, et c'est en même temps une relation passionnelle, fusionnelle avec sa mère. Et le message, c'est vraiment comment acquérir son indépendance, la recherche de la personnalité, mais aussi en prenant de la distance avec sa famille, le carcan familial. Donc c'est vraiment c'est une pièce
sur la jeunesse, écrit par un jeune auteur. Voilà, Le Garçon sort de l'ombre au Théâtre de Grammont jusqu'au 4 novembre. Et nous partons dans le Gard, cette fois-ci avec un cirque nîmois qui s'installe pendant 2 semaines dans sa ville. Un rendez-vous incontournable chaque année à la Toussaint. Nicolas Pinchieno nous fait découvrir la tradition du cirque italien. Reportage. Le cirque de Venise vient d'installer son chapiteau sur le champ de foire du marché Gare de Nîmes pour 15 jours. Une durée inhabituelle pour un cirque, sauf si celui-ci, après avoir parcouru les routes de France, revient à son point de départ. En effet, le cirque de Venise est enregistré à Nîmes et chaque année, depuis près de 15 ans, il s'installe dans la capitale gardoise aux vacances de Toussaint. Mon cirque est quand même recensé sur la ville, donc on se sent un petit peu chez nous. Notre famille habite les alentours, même la ville même. Donc voilà, quand on arrive ici pour 2 semaines, il est vrai qu'on se ressource un petit peu et puis ça nous permet de revoir notre famille. Le cirque de Venise est très attaché à son décor et à l'ambiance qu'il propose dans la grande tradition des cirques italiens, avec également une ménagerie très fournie. Nous avons beaucoup d'animaux avec lions, tigres, panthères, léopards, zèbres, chameaux, dromadaires, lamas, watusi, autruches, cavalerie, serpents, dont singes. Donc voilà, nous avons pas mal d'animaux et donc tout cela fusionne, on va dire, entre l'homme et l'animal. Le spectacle a été entièrement renouvelé cette année, avec notamment les trapèzes volants, exercice périlleux entre trapézistes et porteurs. À voir à Nîmes, au marché Gare, route de Montpellier jusqu'au 6 novembre. Vous pouvez retrouver tous les horaires sur le www.ilcircodivenise.com. Quand un groupe montpelliérain de musique festive, Le Chauffeur est dans le Pré, rencontre des musiciens touaregs qui pratiquent la musique traditionnelle du nord du Mali, ça donne un mélange étonnant et un nom, Imi Diwen. Olivier Brachard les a rencontrés. Imi Diwen, c'est d'abord une histoire d'amitié, une amitié de 10 ans entre les membres du Chauffeur et dans le Pré et des musiciens touaregs du désert malien. Le groupe montpelliérain a rencontré Yaya et les autres lors d'un voyage dans le nord du Mali. Depuis, c'est la 4e tournée française de ce melting pot musical. Au début, c'était difficile parce que pour nous prendre l'avion, c'est pas facile. Nos parents, même quand on quittait, mais ils nous disent, mais Yaya, Kelly, Moussa, vous allez prendre cet avion là pour aller jusqu'en France. Ça nous a apporté un très grand bonheur et vraiment ça nous a beaucoup instruit en fait. Parce que quelque chose qui débute sur des petits échanges et qui débouche sur là où on est aujourd'hui, on est dans un rêve aujourd'hui. C'est un rêve en fait. Sur scène, les musiciens maliens sont mis en avant, leur musique aussi. Le Chauffeur et sa couleur musicale très européenne jouent au diapason des rythmes de leurs amis touaregs. C'est complètement un autre rapport à la musique. La musique n'est pas construite de la même façon. Ils ont une musique qui est très cyclique, des cycles répétitifs. Ça se balade moins dans plein de tonalités différentes. C'est vraiment faire sonner une tonalité particulière, qui est la tonalité des musiques du désert là-bas. Ténéré, Adrar, des titres de chansons qui évoquent ce désert malien où le vent peut parfois déplacer des montagnes de sable. 10 ans après, le souffle d'Imi Diwen est toujours aussi fort. Voilà, et Imi Diwen est en concert notamment le 18 novembre à la salle Victoire II de Saint-Jean-Védas, mais il y a bien d'autres dates à retenir. Du sport ce week-end avec notamment 2 derbys très attendus dans la région. En rugby, Pro D2, il y a Béziers-Narbonne, c'est dimanche. Et puis du foot, le même jour à 14h30. 6e tour de Coupe de France 100% gardois entre l'Olympique d'Alès en Cévennes et les Crocos-Nîmois. Un choc, division d'honneur nationale. Julie Brionne et Olivier Carillot ont suivi l'entraînement des Bleus et Blancs de l'OAC. Regardez. Content de recevoir Nîmes pour un derby qui va être joli, je pense. L'affiche en tout cas est jolie. Pour le 6e tour de la Coupe de France de football, l'OAC recevra le Nîmes Olympique dimanche à Pibaro. Au programme de l'entraînement, on fait un échauffement collectif là tous ensemble, je donne les couleurs. Le fait de recevoir, c'est plutôt positif. Après, recevoir l'équipe la plus haute dans la hiérarchie, ça complique la tâche pour passer le tour. Mais bon, on a plutôt bien vécu. Hein. C'est un match de foot, un tirage de Coupe de France. Il faut bien que quelqu'un joue contre le plus gros, c'est nous. Occupez les zones.
Les deux équipes ne s'étaient plus rencontrées en Coupe de France depuis 2002. À l'époque, Alès et Nîmes jouaient ensemble en national et les Crocos avaient remporté le match. Et 9 ans après alors ? C'est un match, on ne va pas dire classique parce qu'il a quand même une particularité. Maintenant, on ne va pas rajouter des entraînements, on ne va pas en enlever, on ne va pas se mettre une pression supplémentaire quant à se demander qui on joue, comment. Voilà, on joue une équipe qui nous est supérieure sur le papier, qui logiquement doit passer le tour, donc nous on n'a rien à perdre. On va jouer notre match avec nos qualités et essayer de créer la surprise. Pas plus de pression du côté des Cévenol Surfeurs, les supporters alésiens, qui se préparent tranquillement. Pour nous, il n'y a pas forcément de pression, il y a une envie, il y a de l'impatience un petit peu aussi, parce qu'on a envie d'y être, même s'ils ne sont pas forcément nos amis, mais c'est une joie de les retrouver parce que ça va faire un gros match et puis surtout ça va faire beaucoup de monde au stade et certainement une fête et on espère une victoire bien sûr. Rendez-vous donc dimanche au stade Pibaro à 14h30. Voilà, une dernière info, n'oubliez pas de changer d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. 1 heure de sommeil gagnée, à 3h du matin il sera 2h. C'est la fin de ce journal, lundi 31 octobre à la place du journal, une spéciale Critérium des Cévennes. Pour les infos, c'est mercredi 2 novembre à 12h30. Vous pouvez retrouver les journaux et les émissions sur tvsud.fr. Très bon week-end à tous.